Bienvenue dans Works, un podcast dans lequel des artistes se racontent dans un récit intime, à travers la création d'une œuvre qui a marqué leur carrière. À l'opéra, il y a l'orchestre et les chanteurs, mais il y a aussi les décors et les costumes. Et quand on va à l'opéra, il faut avouer qu'on aime en prendre plein les yeux. Fini l'époque du carton-pâte, aujourd'hui les décors rivalisent d'audace et d'inventivité et n'hésitent pas à recourir à la vidéo et aux nouvelles technologies. Au point qu'on ne parle plus vraiment de décor, mais souvent de scénographie, c'est-à-dire la façon dont est pensé l'espace théâtral dans son ensemble. Mais quelle est au juste la fonction d'un décor à l'opéra ? Reproduire à l'identique une place de Séville pour mieux nous plonger dans Carmen ? Imaginer un univers féerique digne d'une reine de la nuit dans la flûte enchantée ? Qu'en est-il des mises en scène modernes ? S'agit-il simplement, par effet de mode, de transposer l'action dans l'époque contemporaine, ou bien de pousser le spectateur à s'interroger sur l'œuvre et sur lui-même, au risque parfois de le bousculer ? En 2004, Gérard Mortier, directeur d'opéra visionnaire et iconoclaste, prend la direction de l'Opéra de Paris et il invite le metteur en scène polonais Krzysztof Warlikowski pour une production d'Iphigénie en Tauride de Gluck, un opéra datant de 1779, inspiré de la mythologie grecque. La relecture très audacieuse qu'en propose Warlikowski va d'abord provoquer un énorme scandale, avant, comme souvent à l'opéra, d'être salué comme un chef-d'œuvre. En cause, précisément la scénographie, imaginée par Malgorzata Szczesniak, complice de toujours de Warlikowski, dont elle a conçu tous les décors et les costumes, au théâtre et à l'opéra, depuis leur rencontre à l'université. Comment Malgorzata Szczesniak a-t-elle créé les décors d'Iphigénie en Tauride ? Quelles sont les contraintes liées à un vieux théâtre comme l'Opéra Garnier ? Pourquoi la scénographie d'Iphigénie a-t-elle déclenché un rejet si violent chez certains spectateurs lors de la première production de l'opéra ? Je ne connaissais pas Malgorzata Szczesniak avant d'entamer cette série de podcasts. Mais quelle rencontre ! La façon dont elle pense l'opéra est d'une humanité, d'une générosité et d'une poésie folle, à l'image des décors stupéfiants qu'elle fabrique. Pour Iphigénie en Tauride, elle a imaginé un décor en mouvement qui joue avec les matériaux, les transparences et les miroirs, au point de devenir un acteur à part entière de la tragédie qui se joue. Nous avons dû enregistrer cet épisode à distance car Malgorzata se trouvait à Varsovie. Mais j'espère vraiment que j'aurai l'occasion de la rencontrer lors de son prochain séjour à Paris. Je suis Sophie Le Cerf et vous écoutez Works, un podcast de Cult Média réalisé en partenariat avec l'Opéra de Paris. C'est notre premier projet à Paris. C'était absolument la première fois. Monsieur Gérard Mortier, il commençait à être le directeur de l'opéra. Normalement, nous avons beaucoup plus de temps pour préparer de l'opéra. Ça veut dire que c'est la première fois que le temps pour préparation était très court. Nous préparons ça pendant les vacances. Mais le titre était fascinant parce que moi et Christophe, nous étions très fascinés par les Grecs, par le théâtre grec. Et cet opéra ce n'est pas vraiment grand opéra comme le Verdi, comme opéra de 20e siècle. C'est l'opéra baroque, c'est l'opéra petit. Il n'y a pas beaucoup de chanteurs. Nous disons, d'accord, nous ferons ça. L'histoire d'Iphigénie en Tauride est inspirée du récit qu'en fit Euripide. C'est une histoire de famille, une sanglante histoire de famille comme souvent dans la mythologie grecque. Iphigénie est la fille du roi Agamemnon et de la reine Clytemnestre. Nous sommes en pleine guerre de Troie et Agamemnon mène la flotte grecque pour aller combattre les Troyens. Seulement voilà, il a contrarié Diane, la déesse de la nature, qui fait souffler des vents contraires et empêche les bateaux d'avancer. Pour calmer sa colère, Agamemnon accepte de sacrifier sa fille, Iphigénie. Iphigénie est sauvée in extremis par Diane, qui la dépose en Tauride, une presqu'île où elle devient prêtresse d'un temple dédié à la déesse. En Grèce, tout le monde la croit morte, et c'est pour Iphigénie un exil de malheur. En Tauride, règne le terrible et sanguinaire roi Thoas, qui exige d'Iphigénie et des autres prêtresses qu'elle donne la mort à tout étranger qui s'aventure dans le pays. Mais un beau jour, bien des années plus tard, c'est le propre frère d'Iphigénie, Oreste, qui s'échoue sur le rivage. Lui et son compagnon de voyage sont faits prisonniers, mais au moment de lui trancher la gorge, Iphigénie reconnaît son frère et lui tombe dans les bras. Le roi Thoas est tué, et frères et sœurs célèbrent leur retrouvaille.
Nous avons transformé ce monde dans le monde moderne. Hein? Ça veut dire que ce n'est pas le monde grec, c'est le monde moderne, ça veut dire contemporain. Histoire d'Iphigénie, c'est une histoire qui passait normalement pendant la guerre ou après la guerre. Ça veut dire que c'est l'histoire qu'il y a beaucoup de victimes. Parce que les victimes, c'est Iphigénie, les victimes, c'est Oreste, qu'après 10 années, quand il rentre à son pays, après la première guerre, après la deuxième guerre, il a tué sa mère aussi. Ça veut dire qu'il a toujours les morts. Et aussi, tu sais, c'est le temps qui passait dans cette Iphigénie, c'est le 20, 30, 40 années. Parce que, comme nous savons que Oreste, il était petit, dans le moment quand Iphigénie était sacrifiée par son père. Quand il arrive à cette île pour rencontrer Iphigénie, ça veut dire qu'après 30 années après, minimum 30 années, et nous pensons que c'est la première idée que Iphigénie est vieille. Ce n'est pas les petites filles, ça c'est les femmes vieilles qui passaient toute la vie dans les pays étrangers, que sa vie n'était pas jolie, qu'elle est prêtresse, mais aussi elle travaillait pour le roi qui est très criminel. Hein? Elle a tué plein de gens comme la prêtresse. Ça veut dire que c'est les femmes qui passaient par la vie qui n'est pas facile. Cette femme que nous avons présentée, Iphigénie, il est vieille, c'est le moment quand sa vie, ça a presque terminé. Son rêve était de rencontrer sa famille. Rencontre mon Oreste, mon petit Oreste. Ici, ça terminait bien. Donc voilà, Iphigénie sera vieille, chétive, abîmée par des années d'exil et une attente qui n'en finit pas. Et c'est cette histoire que Malgoriata Chesniak va s'attacher à raconter à travers les costumes et les décors. Ou comment une rangée de lavabos et des miroirs vénitiens en disent plus sur la condition humaine que n'importe quel discours. Pour les costumes, qu'est-ce que ça donnait? Bien sûr qu'il faut mélanger des costumes. À un côté, les costumes réalistiques, à un côté, les costume iconique presque, parce qu'Iphigénie, elle est dans la maison de retraite, mais elle est la reine. Elle est dans le costume d'or, hein, c'est l'icône. Hein. Elle a d'autres femmes qui sont autour d'elle, ils sont dans le genre de pyjama. Hein. Tous les costumes sont très simples, hein. Il n'y a pas aucune décoration, rien, seulement les couleurs. Mais après, toutes les femmes qui sont dans la première partie, dans ce costume de pyjama, de maison de retraite, ils sont habillés tous noirs, très élégants. Et ça, c'est quelque chose d'ironie aussi, qu'il marche et dans son costume, dans son robe noire, il a toutes les médailles de son mari. Ça veut dire qu'ils sont fiers de son mari, mais son mari mort. Qu'est-ce qu'il reste pour cette femme? Pour cette femme, reste seulement cette décoration. Le décor n'est pas vraiment de décor comme pour le grand opéra, parce que parfois, sur la scène, il y a seulement 2 ou 3 chanteurs. Ça veut dire que le chanteur doit être très près de public, très près de l'orchestre. Moi, j'ai toujours essayé de faire le décor qui stimulait des gens, qui stimulait de son pensée. Hein. Ce n'est pas le décor pour être joli ou ne pas joli, mais c'est le décor qui est très en mouvement. Hein. Il est toujours transformé. Le décor, ce n'est pas d'illustration. Dans Iphigénie, il n'y a pas de paysage, de costumes de grec, d'époque. Comme nous commençons à travailler pour les textes, nous voudrons trouver l'interprétation et je cherchais de l'espace
qui expliquait cette interprétation. Pour les Iphigénies, c'est la maison de retraite, ça veut dire que je fais de grands murs avec plein de comment ça s'appelle, de lavabo. Bien sûr, toutes les critiques disant lavabo, comme d'habitude lavabo. Mais dans la maison de retraite, quand tu rentrais dans la maison de retraite pauvre, quand tu rentrais dans la salle de bain, la première chose, c'est lavabo. Hein. Ça veut dire que c'est la répétition pour les gens qui sont pauvres, qui lavent là-bas. Ils ne sont pas très confortables dans cette maison de retraite. Hein. Pour les Iphigénies, nous avons le décor conventionnel parce que tu sais, les murs dehors, c'est le mur de maison de retraite, c'est ce mur avec le carrelage, ça veut dire que ça c'est le typical décor qui est fait à l'opéra. Nous avons des éléments de métal, moi j'aime beaucoup utiliser de métal, ça veut dire que nous avons la partie de métal, nous avons de murs qui ferment, qui ouverts, avec de graffiti sur les murs. C'est le décor où il y a plusieurs éléments, plusieurs matériaux complètement différents. Hein. À d'autres choses, ces murs qui sont transparents, qui sont faits avec les miroirs enchantés, c'est des miroirs vénitiens qui sont, ça dépend en de lumière, ils sont transparents ou ils ne sont pas transparents, ils sont comme miroirs. Et ça donnait ce mur qui rentre dans cette maison de retraite. C'est comme notre mémoire rentrait dans la maison de retraite. C'est l'espace qui est l'espace de réflexion, de temps qui passe. Et aussi, il y a d'autres choses que nous voudrons absolument faire. Ça commence aussi comme ça. Il y a un mur qui descend. Et ce mur qui descend, c'est le grand mur, mais transparent vénitien, ça veut dire comme nous allumés dehors, il n'est pas transparent, il commence à être des miroirs. Et ça, c'est un moment génial pour moi, que le public voit soi-même. Ça veut dire que la première image, ça, c'est le public qui voit soi-même son visage, l'architecture de Garnier, dans le miroir. Ça veut dire que ça, c'est l'interprétation. Hein? Tu comprends? C'est nous aussi. C'est notre pensée. Hein? C'est le genre de magie aussi de l'opéra, de théâtre. Hein? Donc imaginez, vous entrez dans la grande salle de l'opéra. Vous vous trouvez face à la scène et un immense miroir vous renvoie votre reflet et celui de la salle. Lorsqu'il se soulève, on découvre sur le plateau l'intérieur d'une sinistre maison de retraite avec enfilade de lavabos d'un côté et un dortoir spartiate de l'autre. S'ensuit tout au long du spectacle un jeu de miroirs, de murs qui rentrent et qui sortent, ainsi que de vidéos projetées en arrière-plan. Ce décor, sans cesse en mouvement, enferme les personnages dans leur solitude et dans le labyrinthe des souvenirs, réels ou fantasmés, d'Iphigénie. Pour moi, le décor, c'est quelque chose comme l'acteur, c'est comme l'objet vivant. Hein? Ça veut dire que moi qui créais cet objet, je voudrais qu'il est touché par le spectateur. Qu'est-ce que c'est le décor? C'est quelque chose de mort, horrible, après tu jettes. Ça, ce stockage, c'est horrible. Moi, j'aime beaucoup quand le public touché de décor. Ce n'est pas le décor mort, c'est le décor qui est actif. On l'a dit, le scénographe pense l'espace théâtral dans son ensemble. Ainsi, Malgoriata Chesniak tend un immense miroir au spectateur dans lequel il se voit et il voit l'immense salle de l'Opéra Garnier. C'est dire à quel point les décors sont pensés en fonction du lieu où a été créé l'opéra. La particularité de Garnier, c'est d'être un théâtre chargé d'histoire avec une scène à l'italienne, c'est-à-dire en pente. Même si Malgoriata Chesniak parle, elle, de ponte. Et ce sont donc les ateliers de Garnier qui ont construit tous les décors. Comme nous avons fait la première fois à Garnier Iphigénie, moi j'étais fascinée par cet opéra de la scène, de toutes les loges, toutes les décorations. C'est pour ça, moi, je disais, non, il faut absolument voir ça. Le public doit voir ça, parce que peut-être très souvent, le public arrivait dans le théâtre, mais il ne voit pas où il est.
Opéra Garnier, c'est l'opéra qui est opéra de baroque, c'est l'opéra qui est ancien, mais la scène, il est assez grand. Ça, c'est génial. Et aussi, moi, j'adore ça, que c'est l'opéra où il y a les ponts. Ça veut dire que le pont, qui normalement, il a à peu près 5%, il est assez grand à l'Opéra de Paris, ça donnait des perspectives, ça donnait des profondeurs. Moi, j'adore l'atelier à l'opéra. Équipe géniale. Ils sont très tranquilles, ils travaillent génial. Aussi, tu sais, moi, je travaillais à l'opéra, je ne sais pas combien de temps, mais très long. Mais pendant ce temps, nous avons passé, c'est comme les familles, tu sais, nous avons passé des morts, nous avons des maladies, de gens d'ateliers, plusieurs ateliers, parce qu'ils sont ateliers de costumes, ils sont ateliers de décor, ils sont ateliers de métal. C'est chaque fois que quelqu'un disparaît, ça, c'est quelque chose qui vraiment touchait moi comme quelqu'un de famille qui disparaît. C'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure décoration, parce que bien sûr, ils sont en Angleterre, par exemple, à Covent Garden. Ils ont de magnifiques ateliers, très bons ateliers. Mais c'est quelque chose de différent. À Munich, ils ont de très bons ateliers. Mais c'est vrai qu'à atelier à l'Opéra à Paris, c'est très spécial. Ce n'est pas en soi le fait de voir leur reflet dans le décor qui va perturber certains spectateurs, mais plutôt le fait qu'ils soient associés à l'image d'une sinistre et froide maison de retraite. Et Malgoriata Chesniak établit même un lien direct entre le malaise que provoqua la mise en scène de Warlikowski et le contexte très particulier dans lequel fut créé cet opéra à l'automne 2006. Comme nous avons présenté la première fois Iphigénie, de réaction du public était incroyable et il complètement ne pas accepté. Il y a les grandes disputes pendant la générale presque, et après dans les places, et après moi je récite des lettres à quelqu'un qui écrit son nom et adresse à Paris, qu'il déteste ça, c'est comme c'est possible. Il n'est pas imaginé qu'à l'opéra à Paris il y a quelque chose assez horrible. Mais moi, je crois que cette réaction qui est très forte, vraiment très forte, psychologiquement et sociologiquement très forte, c'était une réaction parce que dans cette époque, il y a à peu près 10 années, peut-être un peu avant, c'était une période comme la première fois, la société n'est pas seulement française, mais en France, spécialement à Paris, très fort, il commence par parler à les gens vieilles. Parce qu'il y a des vacances, de périodes très chaudes. C'est les températures qui ne sont pas normales en Europe dans ce temps. Et beaucoup de gens morts. Parce qu'ils vivent dans le petit appartement où ils sont vieux, ils ne peuvent pas sortir, où ils n'ont pas de famille. Et c'était vraiment quelque chose de très particulier que beaucoup de gens, spécialement à Paris, viennent morts. Et il y a ça commence de cette inspiration pour les discussions. Qu'est-ce qui s'est passé dans les sociétés? Pourquoi nous ne pensons pas à vieillir? C'était pendant les vacances. Un autre spectacle était en octobre, je crois, très vite après. Cette réaction, je comprends, cette réaction était très forte. Parce que la première fois dans l'opéra, tu vois les vieilles gens sur la scène, habillés avec le pyjama sur la scène à Garnier. Je comprends cette réaction. C'est amusant parce que les gens qui s'occupaient de l'opéra, ils ne pensent pas que l'opéra, il est connecté avec des mentalités, avec les sociétés. Ce n'est pas vrai. Il est connecté très fort aussi dans les moments quand tu penses que c'est seulement les gens très bourgeois qui arrivent et qui ont assez d'argent pour acheter des billets. Oui, mais pour moi, c'était quelque chose vraiment fascinant comme expérience. Ça veut dire que c'est pour moi, quand
créateur de l'opéra, c'est quelque chose de fascinant. C'est plus fascinant que faire les costumes et le décor. Cette réaction de public. Hein. J'ai découvert que l'opéra, ce n'est pas seulement de décoration, ce n'est pas seulement des problèmes esthétiques, ce n'est pas seulement le problème de la plus belle voix, la plus grande diva. Moi, je déteste diva. Moi, j'adore de magnifiques voix, mais diva, ça, c'est un peu compliqué pour moi. Mais ça, c'est aussi des gens. Hein. Et ça, c'est cette qualité humaine dans l'opéra, dans les musiques, dans l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui est très touchant. Et je crois que ça, c'est la raison pour laquelle moi, je fais opéra, hein, je fais de théâtre. Parce que s'il n'y a pas cet élément, il reste seulement que tu gagnes d'argent, que tu fais les carrières, mais je ne sais pas si c'est assez suffisant pour la vie et pour le travail, parce que il faut dire que le travail à l'opéra, spécialement à l'opéra, c'est le travail vraiment de très, 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 très dur. Les gens, ils n'ont pas imaginé comment ça prend de l'énergie, ça prend de physique, hein, spécialement quand il y a 6 semaines pour préparer, par exemple. C'est vraiment travail, parce que c'est dur. C'est dur, ce n'est pas facile. Tu vois seulement des heures de spectacle, mais le travail, c'est 6 semaines, ça c'est seulement un travail de répétition. Et normalement, pour préparation pour le spectacle, parfois c'est des années. Une année avant, tu dois présenter tous les décors, toutes les conceptions, tous les dessins techniques. Hein. Ça veut dire que ça prend du temps. Hein. Pendant toute mon expérience en France, j'ai rencontré beaucoup de publics et beaucoup de gens des publics qui commencent à être mon ami presque. Nous sommes toujours en contact, qui toujours attendent un nouvel spectacle, qui sont très gentils, mais gentils n'est pas dans la gentillesse, mais le gentil dans la manière intelligente. Ça veut dire que la public s'est changé aussi. Ils ont découvert que dans l'opéra, il y a aussi le théâtre. Ça a évolué beaucoup. Moi, je crois qu'il y a beaucoup plus de jeunes. C'est bien, c'est génial. Un immense merci à Malgorzata Szczesniak, avec laquelle j'ai passé un moment hors du temps. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à jeter un œil à la masterclass qu'elle a donnée à l'occasion des 350 ans de l'Opéra de Paris. Vous la trouverez facilement sur leur site internet. Merci beaucoup aux équipes de l'Opéra de Paris qui ont organisé cette rencontre. C'est encore et toujours Catel qui signe le générique et l'habillage sonore. Vous avez été nombreux à vous abonner à notre site et à nos réseaux sociaux depuis le début de cette aventure. On est très heureux et très fiers. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous rejoindre sur Twitter, Facebook ou Instagram et à nous laisser vos commentaires. À bientôt. Merci Sophie. C'est dommage que nous ne pas voyons soi-même ensemble, mais j'espère que tu m'as entendu bien, parce que parfois moi je n'ai pas entendu bien.